Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. Je vous emmène avec moi dans le Paris du XIXe siècle, là où tout a commencé. C'est durant l'été 1848 qu'émergent les méfaits d'un être fantomatique. Durant plus de 6 mois, il sévit dans de nombreux cimetières parisiens, dont celui du Père-Lachaise et celui du Montparnasse. Rapide, silencieux et abject, cet homme aura donné du fil à retordre aux autorités. De juillet 1848 à mars 1849, la ville de Paris abrite en son sein un individu digne des plus grands films d'horreur. De nombreux cadavres de femmes seront retrouvés dans des cimetières ainsi que dans les rues alentours. Cependant, la particularité de ces découvertes, c'est que ce ne sont pas des personnes assassinées sur place. Non, il s'agit d'autre chose, bien plus immonde. Les corps appartenant très souvent à des jeunes femmes correspondent à des personnes fraîchement décédées, qui ont été enterrées quelques jours avant. Toutes, ou presque, viennent du carré des indigents, mis en terre par l'État ou des familles peu fortunées, des tombes de misère faciles à exhumer. Pas de traces, pas de témoins, seule l'obscurité et la faible lueur de la lune durant les nuits d'orage lui tiennent compagnie. L'homme va et vient d'une tombe à l'autre pour satisfaire ses plus bas instincts. Les fossoyeurs, surpris au petit matin par des corps toujours plus nombreux à avoir été déterrés, commencent à parler. Ils ont, pour la première fois de leur carrière, peur de tomber sur le profanateur des défuntes. Car oui, si cela était simplement un homme ou une femme qui sortait les cadavres pour les mettre en scène, notez que cela serait tout aussi effroyable. Cet individu s'en prenait aux dépouilles des jeunes mortes. La plupart ont été éventrés, éviscérés, et parfois même de la semence de l'homme a été découverte sur les corps déshabillés par ses soins. Dans la capitale effrayée par ce monstre humain, les rumeurs vont bon train, et la presse a tôt fait de lui trouver un surnom adéquat. Ainsi, le vampire de Montparnasse venait de naître. Une enquête fut ouverte, et beaucoup de suspects furent interrogés, notamment les fossoyeurs des différents cimetières. L'un d'eux avait particulièrement attiré l'attention de la police, ayant par le passé eu des démêlés avec la justice et possesseur d'un casier judiciaire. Malgré des perquisitions et des recherches minutieuses dans son entourage, il fut vite écarté des suspects, étant à présent une victime comme les autres de ce mystérieux vampire. L'une des dernières jeunes femmes déterrées par ce monstre fut démembrée, et les parties de son corps ont été dispersées ici et là, dans les allées du Père-Lachaise. Les autorités se tournèrent donc vers des médecins plus ou moins louches, mais encore une fois ils firent chou blanc. Un matin, cependant, après une exhumation sauvage de plus, le commissaire en chef découvre enfin une trace de chaussure au pied de l'enceinte du cimetière du Montparnasse. Après vérification, le mur ayant été franchi fait près de 3 mètres de haut, et cela renforce l'idée qu'un être surnaturel pourrait être le suspect. Mais le chef de l'enquête refuse d'y croire.
Examinant cela avec un gardien de cimetière ancien militaire, ils échafaudent un plan pour attraper le vampire nécrophile. Repasserait-il par là pour son prochain forfait? Pourquoi pas après tout? Les chances sont minces, mais l'enquête piétine et la police est sur les dents. Le plan sera d'une simplicité implacable. Il décide d'utiliser ce qu'on appelle communément une machine infernale, des canons de fusil reliés entre eux et se déclenchant à distance pour faire plus de dégâts possible en un seul coup. C'est dans la nuit du 15 au 16 mars que le dit vampire actionne le piège en heurtant du pied un fil de fer relié au fusil. Un tir de mitraille l'atteint à la jambe et gravement blessé, il s'en retourne dans la nuit, se dirigeant tout droit à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Dès le lendemain de son attaque, un fossoyeur qui était affairé à préparer une tombe surprend une conversation entre deux pompiers militaires. L'homme vif d'esprit fait le lien entre le blessé, arrivé à l'hôpital la veille, et le vampire mitraillé par la police. Il se précipite donc au commissariat pour avertir qui de droit. C'est à l'hôpital militaire que le vampire français sera appréhendé suite à sa blessure par les autorités parisiennes. Stupeur. Le vampire de Montparnasse est bien un homme fait de chair et de sang, et n'est nul autre que le sergent de l'armée française, François Bertrand. Durant sa convalescence, le sergent Bertrand sera confié à un médecin militaire, le docteur Charles Marchal de Calvi, qui prendra note de toutes les confidences que lui fera le vampire français. Quelque temps plus tard, plus précisément le 27 et 28 juin 1849, le sergent Bertrand François passera devant un tribunal militaire, et c'est le 10 juillet 1849 que le Conseil de guerre rendra un jugement pour le moins étonnant. J'ai eu la chance de tomber sur les transcriptions du jugement lors de mes recherches, et je vais vous en faire part à présent. L'audience du 10 juillet s'ouvrira à 11h30 sous la présidence de monsieur le colonel Mancelon. L'homme qui se présente à lui marche avec difficulté, ses dents de deux béquilles. Il porte encore les stigmates des coups de chevrotine. Âgé de 25 ans, aux frêles cheveux châtains, le sergent Bertrand n'a rien du colosse vampirique, comme la presse avait pris soin de le présenter. François Bertrand, né dans un petit village de Haute-Marne, est un homme connu comme intègre pour sa patrie. Sergent à la 3e compagnie, 2e bataillon du 74e régiment d'infanterie de ligne, il s'est enrôlé volontairement 5 ans auparavant. Alors que l'assistance retient son souffle, dès le début du procès, le vampire de Montparnasse avoue d'emblée qu'il est l'auteur d'une première violation de sépulture, qui a eu lieu dans le cimetière de Bléré, près de Tours, en 1847. Ce fut le début de sa descente aux enfers. Lorsque le président de la cour lui demandera ce qu'il a fait lors de cette première exhumation, le sergent Bertrand répondra le plus calmement du monde. Après que j'eus déterré le cadavre, je le frappai avec la pelle et le mutilai, puis je le replaçai dans la fosse. Un vif émoi parcourut l'assemblée, mais la suite n'allait en rien calmer l'audience. François Bertrand expliquera qu'il avait déjà de mauvaises pensées lors de son adolescence. Au collège, il aimait s'échapper dans les bois pour se reposer dans les coins les plus sombres. Triste, et se sentant abandonné par ses parents, là il passait du temps à rêvasser. C'est bien plus tard qu'il osait laisser libre cours à ses fantasmes. Il l'avouera également que certaines nuits entre 1848 et 1849, il lui arrivait d'ouvrir entre 10 à 15 tombes par nuit avant de sélectionner le ou les cadavres qu'il trouvait à son goût. À son goût. Ceci prend tout son sens lorsque le président du tribunal rappellera aux prévenus que, d'après l'enquête, certains corps avaient été mâchonnés, pourvus de coups de dents, avec parfois des parties manquantes de chair. Le sergent s'en défendra, mais il expliquera qu'il aimait à ouvrir les cadavres,
y fourrer les mains et retirer les entrailles. Cependant, il était d'après lui comme possédé, en état second dans ces moments-là. Lorsqu'on lui demandera s'il avait une périodicité dans ses crimes, il répondra que cela le prenait toutes les 3 semaines, voire un mois. Il précisera également que les jours qui suivaient ces actes, il se sentait souvent malade, souffrant de violents maux de tête. Malgré tout ce qui a été dit ce jour-là au tribunal, la nécrophilie, le cannibalisme et la profanation des corps ne seront jamais retenus contre lui. Un seul chef d'accusation sera à l'ordre du jour, la violation de sépulture. C'est ainsi que le 10 juillet 1849, le sergent François Bertrand sera condamné par le tribunal militaire à 1 an d'emprisonnement et aux frais de la procédure. Après sa libération, une fois sa peine purgée, le sergent Bertrand intégrera le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique avant de retourner à la vie civile. En 1856, il épousera une jeune femme au Havre et sera retrouvé mort chez lui à l'âge de 54 ans. Reste à ce jour un mystère concernant le vampire de Montparnasse. 2 autres violations de domicile sont recensées dans les cimetières du Havre en 1864 et 1867, année où le sergent nécrophile y vivait. Est-ce l'auteur de ces 2 nouveaux faits? Personne n'en a été tenu responsable à ce jour, même pas lui. La peine peut paraître disproportionnée au vu des actes barbares de ce criminel. Même s'il n'y a pas eu assassinat, cela n'empêche en rien qu'il a profané des tombes et des défunts. Cependant, il est bon de se rappeler qu'au XIXe siècle, la nécrophilie n'est pas un acte répréhensible par la loi, et qu'à notre époque, elle n'est pas condamnable comme telle, s'approchant plus d'une atteinte à l'intégrité du cadavre, punissable de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le cas de François Bertrand aura fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les revues scientifiques de l'époque, ouvrant ainsi la porte aux psychologues sur les différentes déviances sexuelles classées au XIXe siècle. Si le sergent François Bertrand est considéré de nos jours comme le vampire de Montparnasse, il ne faut pas oublier que ce fut une ère prolifique pour bien d'autres, comme Victor Hardisson, le vampire de Muy, ou Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf. Je vous en parlerai peut-être lors de nouvelles vidéos de faits réels. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.